Bonjour à tous. Euh, Merci aux organisateurs, surtout quand on a une grande partie bénévole. Euh, Totalement en plus, c'est formidable. Alors un petit peu moins merci pour me faire passer après un des plus brillants docteurs dans le domaine, plus une petite âge un peu inconnue Kengo Kuma. Bon, c'est un peu inconfortable, mais et si vous me comprenez pas, c'est l'accent du Sud. Très peu. Donc, un petit avant-propos sur la pierre massive et puis un avant-propos en général, c'est que moi je pense que même si on est ici beaucoup d'acteurs de la pierre, on sous-estime, même nous sous-estimons la pierre. D'abord, dans tous les écomatériaux, les matériaux biosourcés, géosourcés, qui animent tout le monde de la construction, bah, pour moi c'est le meilleur et de loin parce que c'est le seul qui est déjà fabriqué. Quel autre matériau a cet avantage? Aucun. Et je pense qu'on sous-estime aussi la portée historique de la pierre que l'on perçoit uniquement comme quelque part comme un patrimoine que l'on peut regarder. Moi, je prétends que sans la pierre, on serait peut-être encore organisé en clans et qu'on n'aurait même pas de société. Moi, je prétends que la pierre, c'est le pouvoir qui est cristallisé et formalisé et que bah, qui peut être roi de France ou pape depuis un chalet en bois? Je pense que ça ne fonctionne pas. Donc la pierre, son importance historique, elle est vraiment considérable et c'est vraiment avec plaisir qu'on construit aujourd'hui encore en pierre. Alors pourquoi de nouveau une référence à Fernand Pouillon? Juste pour vous dire un petit peu l'attitude que l'on a à l'agence quand on aborde un projet de construction. Elle est un peu similaire à un moine du fameux ouvrage Les pierres sauvages, qui se retrouve dans la nature avec pas grand-chose et qui envisage de construire rien de moins qu'une abbaye. Et on essaie de retrouver cette façon de percevoir, d'appréhender le projet, pas par romantisme, mais parce que c'est un guide pour comment faire sans pétrole. Quand on n'a que des petits bras et quelques idées, comment se débrouiller pour construire. Et cette façon de faire va forcément nous apporter une architecture frugale. Alors moi, je suis un peu obligé d'évoquer Gilles Perrodin à chaque fois que je parle de pierre, puisque après Fernand Pouillon, finalement, c'est le premier à avoir remis au goût du jour la construction en pierre, et donc on lui doit beaucoup. Moi, personnellement aussi, puisque ça a été mon professeur, puis j'ai aussi enseigné avec lui, travaillé avec lui, et pour la petite histoire, euh, j'ai eu l'occasion de faire l'extension du CFA de Marguerite, qui est le premier bâtiment public en pierre de l'après-Pouillon, on va dire. Donc voilà un petit peu pour situer. On peut passer au groupe scolaire d'Opio. Donc le site, je vais éviter de tourner la tête d'ailleurs. Le, le site est assez remarquable et extrêmement intéressant. On a un paysage vallonné de l'arrière-pays niçois, remarquable et à la fois un petit peu mité par des constructions. Le village, vous le verrez, est très loin. On n'a pas vraiment de centre et on a des constructions néo-provençales qui jonchent les collines. Donc rapidement, le programme, c'est d'abord un groupe scolaire, ce qui veut dire une partie maternelle et une partie primaire, un restaurant pour les écoles et un centre de loisirs qui doit occuper le bâtiment existant. Donc je vous présente rapidement le site. On a un bâtiment existant qui est un ancien hôtel euh, qui avait une forme normale, mais qui a subi des extensions répétées dans l'histoire et pour finir par un bâtiment qui ne ressemble à rien, avec des toitures dans tous les sens. Et nous devions construire donc le groupe scolaire juste à côté, avec la particularité que le site restait occupé. Donc, ce que vous voyez autour de l'école, ce sont des cours d'école en enrobé, le long d'une départementale. Et donc, on devait construire
le nouveau groupe scolaire sans déranger l'activité de l'école. Donc, on a construit très proche, je ne vois pas si le laser fonctionne, oui. On a construit très proche, voire seulement à 1 mètre du bâtiment existant qui était en activité. Et donc, là, nouvelle réponse formidable de la pierre, puisqu'on est presque en chantier sec. Donc, ça a de suite, ça a contribué à séduire le maître d'ouvrage et à nous choisir comme lauréat du projet, puisqu'on a pu proposer un chantier sec. L'autre particularité du site, c'est une légère déclivité, mais on verra qui a pris de l'importance dans le projet. Et puis des arbres remarquables, puisqu'on avait 2 chênes magnifiques qui constituaient la limite du projet. Alors, grâce à la déclivité, on a pu installer, évidemment par souci de compacité, les élémentaires au-dessus des maternelles et ils se retrouvent à niveau de leur cours, ce qui est quand même assez pratique, et seulement à demi-niveau de l'entrée, puisque le parking est déjà monté. Les maternelles, eux, rentrent par l'espace vide laissé par la démolition des verrues du bâtiment existant, qui, comme on commence à le voir, retrouve une forme un peu plus sereine. On profite aussi de la déclivité pour, fonctionnellement, l'idéal était de se retrouver avec une cour de service au sud, ce qui est un peu dommage. Mais grâce à la déclivité, cette cour de service est enterrée et elle devient finalement invisible pour le public. Alors, dans les postulats de notre projet, je ne l'ai peut-être pas dit, si je l'ai dit quelque part, pour moi, la pierre est tellement le matériau idéal que bien souvent, je ne questionne même plus le matériau du projet. Je démarre la conception comme si ça allait être en pierre, de toute façon. Et donc, cela finit par dessiner le projet, en partie, puisque, on l'a vu, on éprouve quand même des difficultés, et à moins d'être un brillant docteur et de faire ce qu'on veut avec des pierres, nous, le commun des mortels, on se casse la tête et on est bien obligé de rester sur des formes assez simples, voire même de suivre des archétypes. Et dans les archétypes extrêmement utiles, on a le cloître, qui est une forme que je trouve hyper intéressante parce que c'est de la compacité, non pas au sens thermique, puisque on a des façades dans le patio et beaucoup de façades, mais on a une compacité fonctionnelle. C'est-à-dire que les enfants, ou en tout cas les programmes qu'on installe dans un patio, peuvent très vite s'installer. Et ici, en maternelle, c'est intéressant, puisqu'on a dès l'entrée 2 circuits, un circuit pour les petits, un circuit pour les grands. Le circuit des grands débouche sur le préau, le circuit des petits sur l'administration. Et on se retrouve avec un bâtiment qui est finalement un continuum spatial chauffé, pour les maternelles, donc d'où l'intérêt, qui est extrêmement pratique. Simplement, dans notre paysage, ça aurait été un peu violent de faire l'étage de la même manière. On a voulu une échelle plus domestique, et le fait que l'élémentaire soit au-dessus nous a permis de faire une distribution de l'étage par des coursives, et donc et de découper les blocs à une échelle de maison complètement domestique. Et donc on a cette addition de volume modeste posé sur un gros volume qui donne toute la politesse à l'établissement. On l'a vu sur les photos aériennes. Donc évidemment, cette addition de volume couplée au patio, on sent venir un éclairage naturel abondant, euh, et on n'est pas sur une compacité thermique finalement, on est sur une compacité fonctionnelle uniquement. Et cet éclairage abondant, évidemment, va être couplé avec de la ventilation naturelle. Donc sur le patio, oh pardon, plusieurs éléments qu'on commence à percevoir. Vous l'avez vu sur les photos aériennes, le projet présente une forme d'impluvium, c'est-à-dire que toutes les eaux sont collectées au centre du projet. L'avantage évident, c'est qu'on a des belles façades urbaines très hautes, tout de même qui signifie qu'on a affaire à un équipement public, euh, puisqu'on ne voit pas la tuile, on a des façades carrées. La contrepartie, c'est qu'on collecte l'eau à l'intérieur du patio et qu'il faut bien finir par la faire redescendre. Donc on a, pour ce qui est de l'étage, une toiture qui sert de préau qui vient collecter toutes les eaux. Les eaux descendent ensuite dans des descentes d'eau pas intégrées, visibles, mais faites par des gros tuyaux bien affirmés.
Ensuite, on a la dalle qui vient récupérer l'eau et toute une série soit de trop-plein, soit de descente P qui sont didactiques. On voit toujours l'eau cheminer. Donc, et on utilise des joints de pierre grossis, écartés, pour insérer tous ces organes un petit peu techniques. L'eau vient ensuite arroser les plantes, et on verra tout à l'heure l'importance des plantes dans le projet, pour finir sous l'avaloir qui se trouve sous une fontaine. On a souhaité utiliser de l'eau recyclée, l'ARS nous en a empêché. Et donc, c'est devenu un jeu où la pierre creusée peut être remplie, il y a un bouchon en liège, et quand les enfants viennent taper, l'eau déborde n'importe où, y compris sur leurs pieds. C'est une façon de rafraîchir. Par exemple, en commission BDO, puisque le projet est évidemment bâtiment durable, non, M, méditerranéen, on a raconté tout simplement que quand la température est trop chaude dedans, on sort et on va se mouiller au lieu d'installer une clim. Le trajet de l'eau encore ici, avec une chaîne de pluie qui est connue, simplement la hauteur était telle qu'on a dû faire des petits cônes. Un cône, c'est très simple, hein, vous prenez, avec l'informatique, on fait facilement un développé, on recolle les deux bords et on obtient un cône dont le but est de collecter l'eau à chaque fois qu'elle a envie de s'échapper pour la ramener de nouveau dans un espace vert. Et ici, cet élément est visible depuis le préau, depuis l'étage, et même mis en scène avec un garde-corps qui a une épaisseur qui fait que les enfants pourront installer une frise panoramique pour décrire le paysage, et tout ça face au grand chêne. Ici, la cour, je n'y suis pour rien. On a un maire, j'ai jamais eu un maître d'ouvrage aussi impliqué, aussi génial. À titre d'exemple, au premier appel d'offres infructueux, normalement, on se fait hurler dessus, nous, les architectes. Et là, il m'a tapé sur l'épaule et m'a dit, on va y arriver, Richard. J'ai trouvé ça génial. Il a été comme ça jusqu'au bout, jusqu'à même supprimer le lot paysage parce que les prix lui convenaient pas, les prestations non plus, et le faire lui-même en régie avec la mairie, puisque c'était son métier d'ailleurs. Et donc, il a fait exactement tout ce qu'on proposait. Il m'a même dit, regarde, les rosiers ont les couleurs de la Perse du concours. J'ai dit, formidable. Et il est allé plus loin puisqu'il a proposé d'abord un jardin évidemment pédagogique. Bon, là, rien de très rare pour une école, mais aussi des essences dans le patio partout adaptées à l'usage et proche du restaurant. On a des aromates, ailleurs on a des orangers. Il a respecté l'idée de pas, tant pis, on va avoir un petit peu plus chaud le temps que les glycines poussent. Enfin, il a accepté tout ça et il est tellement parti dans la démarche du développement durable que la cuisine en liaison chaude est devenue une cuisine de production. Il a trouvé l'argent, rajouté l'argent. Il s'est dit à faire une cuisine de production, on va faire les légumes à côté. Donc il a racheté des champs à côté. Et très fier en commission BDM, il a dit, et on emmène les légumes à la brouette. Donc même pas d'énergie fossile pour amener les légumes. Ça va très loin. Donc revenons un petit peu à la pierre. Plusieurs déclinaisons en fonction des orientations. Ce qu'on peut voir ici, c'est que on est à côté de Nice, donc on a une évocation du voilier niçois, même si c'est pas mobile. Que je trouvais intéressante, c'est que le regard passe sous le brise-soleil, même si celui-ci est fixe. Et qui dit brise-soleil fixe dit pas d'entretien, pas de panne et pas de déplacement au pio. Euh, Évidemment, en fonction des façades, ici, façade sud, les lames sont totalement fixes. Elles sont réglées pour laisser rentrer le soleil l'hiver, le freiner l'été. Vous connaissez la musique. Par contre, en façade est, les brise-soleils sont orientables. L'idée, c'est qu'ils restent manuels, on reste pragmatique, simple. En période chaude, on les laisse en position fermée. Quand l'hiver arrive, on les laisse en position ouverte. On ne va pas s'amuser à bouger les brise-soleils tous les jours. Il y a un petit truc rigolo, c'est que ça a été finalement assez compliqué de trouver la géométrie de la biellette qui fait bouger les lames qui sont comme ça et les lames qui sont comme ça en un seul mouvement. Donc, ça a dû passer par une maquette. Une autre forme d'utilisation de la pierre, ici, c'est
on joue beaucoup avec l'écartement des joints. Là, on le voit à une échelle, puisque finalement, c'est une façon de faire une fenêtre gratuite. Et quand on dit c'est un joint élargi à un bureau de contrôle, à un bureau d'études, il ne se pose pas de question de chaînage, nani, nana, c'est un joint élargi, point. Et donc, on fait beaucoup de fenêtres dans ce style-là, ce qui, en plus, a le double avantage d'évoquer un petit peu un moucharabier. Et ici, pour nous, c'est un mur à nicher, puisque cet espace donne sur la salle, la BCD, la bibliothèque. Euh, et donc, pour attirer les oiseaux, c'est la raison pour laquelle on a un faux poivrier en face du mur. Alors, en réalité, l'école est affiliée à la LPO et les oiseaux qui ont décidé de venir sont des pigeons. Bon, c'était pas très intéressant et on pouvait même pas les dézinguer puisque l'école est à la LPO. Donc là, une vue depuis la coursive. Donc on voit qu'on a des espaces très souvent traversants. Malgré tout, ici, côté coursive, on a des éclairages plutôt hauts. Chaque classe dispose en fait d'un sas. C'est un petit peu la contrepartie. Quand on distribue en coursive, il faut que les enfants laissent leur manteau dans un endroit chauffé, à l'abri du vol. Et donc, on a à chaque fois un sas thermique avant de rentrer dans les espaces. Et pour simplifier aussi la ventilation naturelle et s'assurer que ça fonctionne, à l'agence, on fait un système qui revient souvent. Il s'agit de faire des extracteurs statomécaniques. Alors stato, parce que statique, c'est-à-dire la ventilation est naturelle par effet cheminée, par stratification de l'air, et mécanique parce que un capteur allume un moteur quand le naturel ne suffit pas, et ce moteur est au-dessus du conduit, puisque s'il était dedans, il le boucherait. Donc c'est con. Et ce système totalement, il n'y a pas plus simple, sert à la fois à faire la ventilation hygiénique, donc on a des entrées d'air dans les fenêtres qui assurent un débit minimum, mais il est aussi l'extraction pour le free cooling en période chaude. Et à ce moment-là, au lieu de dire aux usagers, il vous faut tout ouvrir et laisser rentrer les pigeons, les voleurs, on a juste à dire aux utilisateurs, telle fenêtre est protégée, vous la laissez ouverte, l'extraction se fait par la cheminée. Et là, on a une vraie chance d'obtenir du free cooling efficace. Donc, on est ici pour parler pierre. Alors évidemment, la pierre conditionne énormément l'architecture. D'autant que moi, je me place, contrairement à Giuseppe, peut-être dans un truc un peu plus nettement plus bourrin. Moi, vraiment, mon moteur, c'est d'enlever du béton. Enlever du béton, enlever du béton. C'est vraiment le but. Et pour y arriver, partout, dans des programmes normaux, loin d'être exceptionnels, à des prix totalement compétitifs, il faut un savoir-faire. Et ce savoir-faire que Gilles Perrodin a initié, on l'a poursuivi depuis les années 2000. Je pense qu'il y a Paul Mariota dans la salle qui joue souvent le jeu. Et jouer le jeu, ça veut dire accepter des défauts, être au plus près des contraintes de la carrière, ça a déjà été dit aujourd'hui, et au plus près au point que, par exemple ici, on a une partie de la façade nord qu'on voyait tout à l'heure qui ne pouvait qu'être en bloc de 1 mètre. Et en pierre d'Estaillade, on savait qu'il y avait une machine qui avait un petit débit qui pouvait le faire. Donc, par exemple, ça a dessiné le projet au point que la façade nord est en bloc de 1 mètre et on s'est assuré que la transition puisse ensuite passer à des blocs de 70 beaucoup plus courants. On a même économiquement ici subi Eiffage, qui était gros titulaire du gros œuvre, mais qui a sous-traité la pierre à Tonino, qui est bien plus compétent. Ils ont voulu faire 200 000 euros de travaux supplémentaires parce qu'ils ont dit qu'il y avait plus de rangs de pierres que prévu à cause de ce format de 70. J'ai pris les choses en main, j'ai dessiné tout le calepinage, au point que j'avais la connaissance au centimètre carré du mètre carré de pierre, et je leur ai annoncé la mauvaise nouvelle. En fait, il y avait 200 000 euros de moins-value et pas de plus-value. Donc vraiment, on peut vraiment y arriver puisque les questions tournent souvent autour de ça. Simplement, il faut bien connaître, il faut prévoir, il faut être engagé.
Donc voilà la fameuse façade nord où on s'amuse, mais on s'amuse avec modération. Par exemple, vous avez ici un petit fruit dans les pierres qui font croire, sous certains angles, que les pierres volent, ne se touchent pas et tiennent par magie. En fait, c'est tout à fait raisonnable, hein. C'est un petit fruit qui crée une illusion d'optique. On pose des pierres sur des pierres. Le porte-à-faux disparaît presque dans notre langage, du coup, ça devient encorbellement ou d'autres mots. On utilise aussi beaucoup l'épaisseur, et je crois que ça a déjà été dit, c'est totalement extrêmement utile. Ça coûte pas très cher finalement, parce que le centimètre carré, le centimètre cube en plus, il coûte pas très cher. La pose, le prix est le même. On paie un peu de matière en plus. Et donc ça, c'est une source de jeu hyper économique euh, et, et aussi à condition de le faire dans le bon sens, parce qu'on verra tout à l'heure, il y a peut-être parfois des projets dont on a entendu dire aussi qu'ils commençaient à mal vieillir alors que c'est très tôt. Moi, j'aimerais qu'on se prémunisse de ça, qu'on s'assure que tout se passe bien pour qu'on continue beaucoup, fort et longtemps à construire en pierre. Alors la pierre aussi, on l'associe souvent au bois parce que elle ne sait pas très bien faire les franchissements horizontaux. Il faut se contenter de la compression, donc on finit très vite en arc ou en voûte. Alors que le bois, travaille aussi bien dans les deux. Donc on associe souvent le bois. Alors ici, on s'est amusé avec le contreventement, on rajoutait un petit peu pour faire un petit effet rigolo. Là, par exemple, le portail aussi, au lieu de subir des barres horizontales, on rajoute des petites cales colorées dont le rôle est de rigidifier les barreaux qui se tordraient avec le temps, sinon. Euh, Le préau, donc on était à l'origine avec du photovoltaïque bivert, c'était trop cher, on a dû mettre du photovoltaïque d'un côté et une faille lumineuse de l'autre. Cependant, c'est largement suffisant, ça crée une ambiance assez sympathique et très douce. Et puis des vues d'intérieur où, pareil, on est resté assez raisonnable. C'est des bâtiments dont le coût construction est autour de 2000 euros, hein, donc si on veut les faire en pierre, il faut s'accrocher. Et donc, on met au point des solutions très simples. Par exemple, tous les meubles sont quasiment identiques. Alors, pas celui-là, justement, parce qu'il a un biais, mais disons qu'on fabrique nos meubles IKEA en panneaux 3 plis. Comme ça, il n'y a pas de formaldéhyde. Et les façades sont juste en pin. On s'amuse aussi à utiliser du hêtre, par exemple, pour les menuiseries, ce qui est courant. Et on ne vernit et on ne peint rien. Donc, on enlève le formaldéhyde, on gagne de l'argent. Et finalement, ces quelques touches de bois réchauffent l'ambiance et on fait des bâtiments assez économiques. Et puis oui, j'aime bien cette photo parce que finalement, c'est une adaptation de chantier. Bêtement, j'avais mis des patères sur des murs de refend en pierre qui sont hyper importants, puisque les murs de refend, en plus d'être très très beaux, et donc on n'a pas envie de leur mettre des patères dessus, assurent l'inertie thermique. Parce que, pareil, dans l'optique de pas tout le temps lutter pour construire en pierre, moi, je considère que j'isole mon bâtiment par l'intérieur. Donc, je me coupe de l'inertie de la pierre, ce qui est extrêmement dommage. Donc, retrouver des refends, c'est vraiment primordial. On a même fait à l'agence un projet complètement un peu idiot. On avait construit tout l'intérieur en pierre et on n'avait que des murs ossature bois à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas la pierre. Bon, ça fait pas plaisir. Donc, on l'a pas refait, mais ce serait la logique si on veut être vraiment pragmatique. Et donc ici, comme on ne pouvait pas mettre je voulais pas mettre les patères sur le mur en pierre et que la neige était trop basse, j'ai eu l'idée de découper une planche pour faire patère, voilà, pour les enfants. Il est du temps. Excusez-moi. C'est pour votre avion, surtout. Ouais. Et là, on est bon encore C'est juste si on a un temps de questions. Ouais, juste peut-être un petit paragraphe. Ouais, ok. Ouais, peut-être parler des arcs, ça c'est un autre projet.
qui est à Vers-Pont-du-Gard. Alors, il est dans une ancienne carrière, donc il est assez emblématique. C'était un petit peu la compétition au moment du concours. Et donc, on a proposé des arcs en pierre. Et ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est que pour nous, l'arc n'est pas du tout, mais alors pas du tout un pastiche. Et je pense que quand vous voyez un arc dans un bâtiment en pierre, il faut vraiment le lire comme l'expression ultime de la volonté d'enlever le béton. Puisque quand on n'a pas le béton et son acier qui travaille en traction, le seul moyen de franchir, c'est de faire un arc. Et donc, c'est là toute la beauté de l'arc dans un bâtiment en pierre, c'est que c'est la seule manière connue. Et donc, bon, on fait des choses assez simples, hein, on n'est pas aussi pointu que Giuseppe, donc on essaie de suivre une forme de chaînette qui est la forme idéale. On le sait depuis Gaudi. Là, on a fait une expérimentation d'un arc plus plat, un peu plus dangereux d'ailleurs. Il a un petit peu bougé au démontage du coffrage, mais c'est possible. Et l'autre truc hyper intéressant avec la pierre, c'est qu'on peut la tailler. Vous voyez là sur la photo de chantier, il avait un peu une sale gueule. On a fait une photo qu'on a remis à plat et on s'est aperçu qu'il y avait des écarts. Et en discutant avec, avec le poseur, il nous a avoué que oui, il avait dessiné un petit peu rapidement au sol. Enfin, il n'avait pas eu une méthode très. C'était pas de la commande numérique. Mais avec la pierre, pas de problème. On retaille comme il faut. On est dans de la matière massive. Contrairement à des arcs en béton qui, bon, moi je trouve, sont des inepties, puisqu'on se retrouve à ferrailler là où tout travaille en compression. C'est complètement buesque. Et donc, peut-être pour finir, si on devait retenir quelque chose de la philosophie qu'on veut vraiment mettre en œuvre, c'est que notre but, c'est supprimer le béton et que pour y arriver, la matière commande. Et pour que la matière commande, il faut que l'architecte se taise peut-être un peu plus. Et donc voilà, bon, ça pourrait être une conclusion, allez. Merci à vous pour cette démonstration et ces propos de sagesse. Voilà, d'être un peu moins dans le verbe et plus dans le faire, c'est très bien. Et donc, s'il y avait des questions qui étaient suscitées par ces projets, les projets qu'a présenté Richard Tessier, avant qu'on ne débarque sur la table ronde, à quelle heure est votre avion en fait? Juste. Ça va, j'ai une moto taxi. D'accord, ok, c'est bon, ok, très bien. C'est bon. Et ça fait du bien d'entendre bon. ce discours de. Et le maire aussi, vous l'avez soulevé aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut beaucoup de courage pour être élu aujourd'hui. Et on a des super maires en France, ils sont très nombreux. Et on décrit beaucoup certains d'entre eux et on oublie de parler de tous ceux qui permettent aussi à ces projets de voir le jour avec beaucoup de courage. Ce qui n'est pas le cas de l'autre projet, hein. Oui, on parlait du premier dans les Alpes-Maritimes. Allez-y, s'il y a des questions en particulier, allez-y, je vous en prie, si vous avez. Oui, vous avez déjà fait du logement ou pas? Oui, et sociaux même. C'est un peu plus compliqué. On n'a pas toujours réussi à faire toutes les façades. Je vais y venir. Ah, c'est dommage, j'ai pas pu parler des blocs recyclés ni des carottes. Bon, on verra après. Donc là, on a fait un habitat participatif où là, on a eu des subventions extraordinaires parce qu'on avait l'appel à projet NOAD dans la région qui remboursait les matériaux biosourcés et géosourcés au projet qui était lauréat de l'appel à projet. Donc on l'a été. Donc on a pu même se payer les murs de refend, enfin tous les murs en pierre. Il y a Avec pas combien de centimètres d'épaisseur du coup? 32. Ce qui est dimensionnant, c'est pas là, c'était pas la structure, c'est l'eau, le mur de type 1. Donc là, on l'a fait, mais avec de l'aide. Et là, nous l'avons fait à un prix qui fait rêver aujourd'hui, 1 360 € le mètre carré. Mais du coup, on a pu se payer que 2 façades. Mais c'est possible, mais avec de la méthode. N'hésitez pas à prolonger vos questions qui vont permettre de dérouler éventuellement les diapositives qui n'avaient pas encore été vues. Vas-y, Simon.
voulais savoir comment les maîtres et les élèves vivent à l'intérieur de ces bâtiments. Est-ce qu'il y a une différence de ressenti, de bien-être à travers les autres bâtiments qui ont pu être faits scolaires? Est-ce que vous avez un retour de ça, Ah oui, 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 qu'on le veuille ou non, on a des retours, oui, ça c'est sûr. Euh, Bah, globalement, ils sont vraiment excellents. Alors, surtout à Opio, où il y a toute l'équipe pédagogique qui a joué le jeu. Du coup, rien n'a été oublié. Après, les usagers, il faut faire attention, hein. On a des fois des critiques parce que on se rend compte au bout de 10 minutes de discussion que c'est parce qu'il y a un joint qui fuit. Enfin, on n'y est pour rien, mais c'est pas grave, ça peut déclencher des critiques. Mais le retour est vraiment très bon. Et notamment, thermiquement, le meilleur retour, c'est dans mon école un peu idiote, tout en pierre, isolée par l'extérieur. Là, on avait carrément, quand on l'a fait visiter, on signait sur l'honneur qu'il n'y avait pas de climatisation, parce que les gens n'y croyaient pas. Allez-y, faites tourner le micro, puis représentez-vous. Enfin, bon, Pierre, maintenant on te connaît, mais ça fait du bien pour ceux qui éventuellement Je n'étaient m'appelle pas. toujours Pierre Bidot et je travaille toujours à la Stonemasson et compagnie. Oui, c'est une question assez importante. Est-ce qu'il y a des élèves qui ont voulu rester à l'école après les heures, tellement c'est joli? Ah, parce qu'il y a deux solutions pour moi. C'est ou je retourne à l'école que je détestais et je me dis que là, effectivement, je réétudierai, ou alors je fais des enfants, mais ça, c'est autre chose. Mais non, vraiment magnifique, vraiment très, très beau. Oui, je pense que c'est un très bel espace poétique et bravo à toute l'équipe. Merci. S'il y avait d'autres questions, et encore une fois, s'il y avait peut-être des compléments, encore une fois, ah ben, allez-y. Alors, allez-y. Encore une fois, on est là pour échanger avant tout. Je voulais parler des proportions. Là, du coup, le module a proportionné le bâtiment. Vous avez fait aussi travailler aussi les proportions, je sais pas, le nombre d'or. Vous avez travaillé avec ça ou pas du tout? Je vois par rapport à la forme du cloître. Vous êtes inspiré de formes. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Moi, c'est pragmatisme, je vous le redis. Le but, c'est y arriver, et c'est déjà pas facile. Donc, c'est le format idéal que m'annonce Paul Mariotta. Je sais pas où il est parti, non? Ah oui, d'accord. Et voilà. Et donc, même moi, je suis souvent prêt à recalpiner un bâtiment si c'est pas la carrière prévue initialement qui obtient le marché. Il faut être prêt à ça. La matière commande. Ah, il y a une question au milieu du rang. Je vous laisse de nouveau vous présenter, puis après, on entamera la table ronde pour rester dans les délais. Oui, Thibault Laurenti, architecte du patrimoine. J'avais une petite question, parce que vous avez 2 fois que vous évoquiez les plans de calpinage. C'est vous qui les faites à l'agence ou est-ce que c'est l'entreprise qui les fait et qui vous les visez? Ça dépend. Mais en fait, on les fait, on va dire, forcément. Parce que vous voyez, on a les fenêtres dessinées par les joints, les EP, tout. Après, en fonction de quel est notre bureau d'études, si on a les études d'exé ou si elles sont à l'entreprise, on va plus ou moins loin. Mais par exemple, sur Opio, le calpinage étalé, c'est l'entreprise qui a sous-traité les exés. On a le dessin, on a un carnet avec chaque pierre, chaque dimension de chaque pierre. Donc ça, on ne le fait pas à l'agence. Et donc, c'est la dimension de la pierre enfin, qui est standard ou est-ce que la dimension de pierre varie en fonction. Est-ce que c'est la dimension de la pierre qui compose la façade, je veux dire, ou est-ce que c'est la façade qui compose et après on fait un calpinage? Mais il faut être. Il y a deux choses à appréhender. Il faut sentir quelle carrière on va avoir parce que pour le moment, en gros, grosso modo, vous avez des modules de 1 mètre qui sont vers Pont du Gard. Vers Pont du Gard qui a plusieurs fournisseurs qui ne sont pas tous à 1 mètre, mais la plupart, et qui a un gros stock. Et donc, c'est une pierre où on peut vraiment taper dans ces carrières-là. Et là, on est sur des modules de 1 mètre. Et ensuite, on a enfin dans le sud, on va dire, on a Fontvieille, Estayade et Castries, à côté de Montpellier, où là, tout est en 70. Donc, il faut déjà faire ce premier choix. Une fois qu'on a fait ce premier choix, on peut s'orienter sur un module de 70, 2 mètres de long, l'épaisseur qu'on souhaite.
ça dépend que du prix. Et ce qu'il faut arriver à faire, pareil, par souci économique, c'est répéter le module de 2 mètres. Par exemple, si vous avez une façade qui fait 6 mètres 10, non, c'est un mauvais exemple, 6 mètres 50, il ne faut pas faire 6 mètres 50 divisé par 3. Et ça donne 2 mètres 12. Il faut faire 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres et 50. Une question. Voilà, on vous laisse passer le micro au milieu des rangs, et puis on va bientôt démarrer notre table ronde. Bonjour, Christophe Deveau, Société Granit et Matériaux. On fait de la pose de pierre de taille. J'ai bien aimé votre réflexion d'éliminer au maximum le béton. J'apprécie la façade qu'on voit là juste en face de nous. Ma question, est-ce que vous avez évité les percements dans les angles pour couler des chaînages béton? Alors, je vais essayer d'être bref. Ce projet-là, oui, parce que pas de risque sismique. Mais il a fallu lutter un petit peu, parce que ce n'est pas le réflexe des bureaux de contrôle et de nos ingénieurs. Mais quand on leur met devant le nez, qu'on va le chercher, nous, Archi, le zonage sismique et qu'il dit clairement qu'il n'y a rien, ils sont obligés de céder. Surtout qu'on fait des gros caprices quand même des fois. Sur d'autres projets, moi, je suis moins ayatollah, entre guillemets, que Pérodin, et j'accepte des chaînages. Parce que, une fois encore, je veux faire plein de projets. Je veux remplacer beaucoup de béton. Je ne veux pas faire un projet tous les 10 ans et je serai héroïque, il n'aura pas de chaînage. Moi, ce n'est pas mon histoire. Donc, on les accepte. Mais on les minimise. Et comme on travaille avec souvent les mêmes bureaux d'études, et voire même les mêmes bureaux de contrôle, on arrive à les convaincre. Par exemple, sur des façades de moucharabier, on leur dit, c'est juste des joints. Il n'y a pas un chaînage à chaque fenêtre, il y a un chaînage tous les 5 mètres. C'est des joints un peu écartés. On arrive à négocier des choses. Et ensuite, l'autre réponse, c'est que, comme Régis Roudil, c'était montré par ce matin, nous aussi, on cherche nos solutions de réemploi, mais sans copier. Alors là, c'est un projet que malheureusement, on a perdu et on a trouvé des solutions, hein. Donc, vous les verrez bientôt.